J'ai une petite réserve sur le maïs, de le reste je comprends. Tout ce qu'on dit sur l'environnement, etc., je pense qu'il faut passer vers d'autres cultures. Il faut respecter la nature, l'écologie, mais si nous ici, il y en a plusieurs de petites réserves d'eau et qui marchent bien, hein. Et si ça peut permettre d'avoir une meilleure production, une année où ça prive personne d'eau, moi je trouve ça très bien, hein. Il faut faire un effort au niveau de la récupération de l'eau, donc faire des lacs, un peu plus de lacs et tout ça, récupérer de l'eau, parce que c'est très important. Il n'y a pas une politique, à mon point de vue, assez importante pour la récupération de l'eau. On ne peut pas produire sans eau, non. Non, on ne peut pas. On peut pas. Jean-Paul Renoux, vous êtes conseiller technique, scientifique. Une petite réaction à ce film en quelques mots. Bonjour à tous. Oui, mais je me demande presque ce que je vais pouvoir dire dans la mesure où les agriculteurs qui sont intervenus à l'instant ont dit vraiment l'essentiel, hein. C'est-à-dire sur la durabilité économique, sur même, ils l'ont dit d'une façon détournée, l'intérêt de l'eau sur la biodiversité et le maintien d'exploitations de petite taille, par exemple. Hein, et vous savez qu'aujourd'hui, l'approche biodiversité, compter les papillons, tout ça c'est bien, mais ce qui est vraiment à la mode aujourd'hui, c'est d'aborder la biodiversité par les paysages, la taille des parcelles, la diversité des productions. Et la présentation de Franck tout à l'heure, et ce qu'on connaît du Gers, et ce qui a été très bien dit par les agriculteurs, c'est que finalement, en maintenant toutes ces exploitations de taille moyenne, ces filières diversifiées, mais il est très facile de démontrer que vous contribuez puissamment au maintien de la biodiversité grâce à l'irrigation. On y reviendra. C'est juste un mot. David Soubiran, vous avez un bureau d'études. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, à ce film, ce qui vous a marqué ou pas? Bonjour à tous. Moi, ce qui m'a marqué tout le long de ce reportage, c'est le bon sens. Depuis les enquêtes de terrain, les gens qu'on a pu entendre dans la rue, jusqu'aux porteurs de projets, jusqu'aux techniques, tout le monde a eu des réactions qui me semblaient de bon sens, à savoir stocker, M. Berthommieux l'a dit dans le film, stocker l'eau l'hiver, l'économiser aussi parce que c'est une ressource qui devient de plus en plus rare. Le modèle économique à avoir toujours en tête parce que c'est quand même ce qui permet de faire les choses. Voilà, et le tout dans le respect de la réglementation. Et je pense que voilà, tous les gens ont cette vision des choses, ce bon sens à l'esprit. Et je crois qu'aujourd'hui, les choses se mettent en place et qu'elles vont pouvoir avancer. Vous travaillez avec Frédéric Marcato régulièrement. Vous êtes responsable du projet Eau Vive. Vous aussi, une réaction. Vous êtes au contact des agriculteurs. Donc ça ne vous étonne pas ce que vous avez entendu là? Non, effectivement, il y a beaucoup de bon sens dans ce qui est dit dans la campagne aujourd'hui. Le film fait un bon tour d'horizon en fait de ce qu'on n'entend jamais d'habitude, et je vous remercie d'avoir relevé ce challenge en fait de prendre ce projet-là par un autre angle d'attaque que celui qu'on voit d'habitude. Et donc ce que je souhaite, c'est qu'on puisse aussi faire sortir ce film-là d'une assemblée qui est agricole aujourd'hui quasiment exclusivement, pour l'amener vers le grand public ou vers des gens avec qui on a besoin d'ouvrir le débat pour pouvoir construire en fait ce type de lac. Jean-Louis Chauzy, on vous a entendu dans le film. Un mot, une réaction? Ce qui apparaît évident, c'est qu'il n'y a pas d'agriculture sans eau, quelles que soient les agricultures. On ne peut pas préserver la biodiversité sans eau. On ne peut pas nourrir l'humanité sans eau. On ne peut pas assurer la sécurité sanitaire des fleuves, dont la Garonne, sans eau. Et comme on est en pleine période COP21, si on veut sauver la planète, il faut d'abord sauver les paysans. Ce sont eux qui la connaissent et qui l'entretiennent. Et Jean-François Berthommieux, pour terminer ce tour de table, un mot aussi. Mesdames, Messieurs, moi j'ai envie de rebondir sur la COP21.
les 2 degrés, j'affirme qu'on les a déjà. COP21, vous allez y participer, je vous coupe en fin de semaine. Hein. Oui, samedi à samedi. 16h30 au Grand Palais. Bon, le rendez-vous, c'est noté. Oui, notre idée, c'est de montrer aux gens de la ville que l'agriculture, ça fait 30 ans qu'elle se confronte déjà au changement climatique et au réchauffement, et que les solutions qu'elle a trouvées, notamment avec l'irrigation, la ville également en a besoin. Voilà mon discours qui sera celui de samedi. Merci Ouno. On a un dessin, je crois, régulièrement qui va apparaître pendant le débat. Jean-Paul Renaud, vous êtes un spécialiste du maïs, on peut vous définir comme ça. Il faut faire face aux idées reçues, aussi aux clichés. Le maïs, c'est une plante qui consomme énormément d'eau, beaucoup d'eau. Non, mais l'agriculteur l'a très bien dit tout à l'heure. D'abord, les idées reçues sur le maïs, c'est assez franco-français. Quand vous allez dans la plupart des pays du monde, Europe ou ailleurs, ce procès n'existe pas. Alors, quelles sont les idées reçues ? Alors non, mais l'idée reçue, c'est effectivement, vous avez entendu sur le marché, le maïs, c'est l'eau, ça consomme l'eau, mais comme l'a très bien dit un agriculteur, c'est un problème de calendrier. Et moi, j'ai un peu travaillé là-dessus, même d'un point de vue historique. C'est pas étranger au fait que le maïs est aussi associé à la plante américaine, associé aux grands espaces, et que c'est une plante de grande taille. Et comme l'a très bien dit quelqu'un dans le film, c'est en été, on le voit comme le nez au milieu de la figure, quoi. Donc c'est pas une plante discrète, on va dire. Mais moi j'ai envie de dire que cette non-discrétion, c'est ce qui fait aussi sa valeur. Puisque un cycle très court, une physiologie extrêmement efficiente, fait que, comme ça a été très bien dit, c'est la plante qui consomme le moins d'eau pour fabriquer le maximum de biomasse. Donc ça veut dire que dans l'esprit de la COP21, où il s'agit quand même de pomper du carbone et d'en restituer le maximum au sol, on travaille là-dessus en ce moment à la GPM, il est assez facile de démontrer que les grandes cultures en général, mais que le maïs en particulier, sont des puissants contributeurs à ce qu'on appelle l'atténuation des gaz à effet de serre par pompage de carbone et séquestration de carbone au sol. Alors peut-être qu'on devrait plus communiquer sur la façon dont les agriculteurs gèrent ce précieux gisement. Nous, à la GPM, on a défendu le mulching. C'était, à la réforme de la PAC, c'était une façon de dire, mais on peut faire des couverts intermédiaires, on peut semer des prairies, tout ça est très bien, mais on a un gisement de carbone sous nos yeux. En France, c'est 15 millions de tonnes de résidus carbonés, le maïs grain. Sachons bien l'utiliser pour en faire le maximum d'humus et contribuer aussi aux objectifs de la COP21. Un mot peut-être sur l'efficience. C'est vrai qu'il y a des études qui paraissent en ce moment et qui montrent, alors peut-être que dans le Gers, c'est un peu moins, ça va vous paraître un peu bizarre, mais il y a des études qui montrent que le maïs, c'est une des cultures, peut-être la culture, qui, sur les 20 dernières années, dans les statistiques françaises, quand on compare les rendements départementaux avec les paramètres climatiques, qui a la plus faible variabilité à la fois interrégionale et interannuelle. Donc c'est une plante qui est relativement stabilisée. Je conteste d'ailleurs les 27% de baisse de production, on sera probablement plutôt autour de 20%. Pour une culture d'été, c'est quand même une performance d'avoir un écart de 20% entre l'année la plus favorable, qui était 2014, et l'année la plus difficile, qui était une des années les plus difficiles, 2015. Cet écart est d'ailleurs comparable à une autre culture très performante depuis 20 ans, qui est la betterave. Dernier élément, probablement qu'il y a aussi derrière le maïs la puissance de l'amélioration variétale, le progrès génétique aussi bien sur la plante irriguée que sur la plante en culture sèche, et la pression qu'exercent les maïsiculteurs sur leurs fournisseurs en achetant des hybrides chaque année et en choisissant systématiquement des variétés élites. Ça, il est incontestable que c'est un des éléments qui explique que le progrès des rendements et le progrès génétique en maïs soient beaucoup plus dynamiques que dans d'autres cultures. Il y a donc quand même beaucoup de travail encore à faire, on terminera là-dessus, mais auprès des consommateurs, auprès du grand public ? Oui, mais je fais partie d'une génération où je pense encore naïvement que l'économie finira par imposer sa logique. Et qu'au final,
on verra que quand même, finalement, des exploitations qui marchent bien, avec une bonne efficience des intrants. Je disais tout à l'heure, on peut même démontrer que l'intensification est un facteur agroécologique. Hein. Peut-être que ces arguments finiront par s'imposer. Je ne suis pas sûr que ça soit un problème de communication. C'est peut-être une façon dont on a à une certaine époque vendu aussi l'image de l'agriculture. Merci, on y reviendra certainement. Frédéric Marcaton, on le disait, il n'y a pas que le maïs qui a besoin d'être irrigué, loin de là. Oui, effectivement, c'est un point qui nous a surpris quand on a analysé en fait les 150 dossiers retenus. Le point qui sort là-dessus, c'est qu'on a des projets sur des cultures qu'on pensait peut-être jamais irriguées, comme la vigne. Des dossiers 100% vigne, des dossiers insérés à la paille même parfois, jusqu'à des dossiers pour sécuriser la production de fourrage pour les bovins. C'est vrai que par l'imaginaire collectif, on est souvent focalisé sur le maïs, mais ce n'est pas du tout représentatif en fait de la demande qui nous est faite aujourd'hui. Et le deuxième point qui nous a surpris, donc c'est la taille des retenues qui sont demandées. On est très très loin de Sivens et de dossiers de ce type-là. On est vraiment sur des petites tailles. Voilà, des toutes petites tailles adaptées à l'échelle agricole en fait, à l'échelle de l'exploitation directement, gérées en propre et avec un objectif. Ça a été très bien montré avec des propos tout à fait justes et de bon sens qui sont un objectif de sécuriser d'une année sur l'autre le revenu. Par exemple, pour un éleveur, éviter d'avoir acheté du foin une année sur deux. On a dans les reportages là des gens qui veulent s'installer et dont l'installation est conditionnée en fait à la mise en place d'un lac, des jeunes sur le territoire. Donc c'est déjà assez compliqué d'entreprendre cette démarche-là. Le fait de leur amener un lac va les aider en fait à pouvoir s'installer. On a des gens qui sont obligés de travailler à l'extérieur. On l'a vu, c'était le cas également, hein, qui sont à mi-temps ailleurs pour pouvoir vivre. Ils ne peuvent pas vivre de leur exploitation, c'est pas possible. Voilà, l'irrégularité en fait des revenus les oblige à soit travailler plus, soit à rechercher d'autres solutions. Et le lac aujourd'hui, quand il est fait à taille humaine, donc en essayant bien sûr de prendre en compte les attentes sociétales, en essayant de trouver ce compromis à taille de l'exploitation, aujourd'hui ça leur permettrait en fait de sécuriser leur métier tout simplement. Simplement rajouter aux deux interlocuteurs précédents concernant la consommation du maïs. Nous, ça fait à peu près 13 ans qu'on fabrique des plans d'eau, enfin qu'on dimensionne des plans d'eau. On s'aperçoit que, ça c'est les acteurs économiques qui nous le disent, que par exemple pour un champ de maïs, on dimensionne un plan d'eau à 1700 m3 à l'hectare par an. Donc c'est la consommation qui est prévue pour le lac. Alors que pour la noisette, qui est peut-être dans l'inconscient collectif une culture plus noble, on est à 2000 cubes hectares. Donc on a quand même une consommation bien plus grande. Mais comme disait Frédéric, dans l'inconscient collectif, un canon dans un champ de maïs est plus impactant pour l'environnement qu'un goutte à goutte dans un verger ou dans un champ de noisettes. C'est ça. C'est l'inconscient collectif, c'est l'image que ça véhicule. Exactement. Alors que dans la réalité, la noisette va consommer plus que le maïs. Et vous, Frédéric, quand vous êtes sur le terrain, vous avez quand même rencontré des agriculteurs en grande difficulté. Oui, c'est le cas. Donc on a Valérie chez nous qui fait les diagnostics en fait, qui a déjà parcouru une centaine d'exploitations. Effectivement, il y a des gens qui se posent la question, donc soit de ne plus cultiver, soit carrément d'arrêter leur métier. En particulier, donc il y a une zone qui ressort de toutes les enquêtes qu'on a pu faire, qui est la zone de l'Armagnac. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'intervenants agriculteurs qui étaient sur cette zone-là. Donc l'Armagnac est particulièrement touché, puisque par historique, en fait, il y a eu très peu de retenues qui ont été installées sur ces zones-là pour des raisons techniques, économiques. Effectivement, c'est une zone aujourd'hui sur laquelle la variabilité des revenus, liée essentiellement à la variabilité climatique, est très importante et met en péril de nombreuses exploitations. Alors, ce qui est difficile aussi, c'est de monter les dossiers. On arrive quand même à un thème un petit peu difficile. C'est difficile, c'est cher, c'est long. Ça aussi, vous êtes confronté à cette administration, cette réglementation. Oui, effectivement. Particulièrement dans le Gers, parce qu'on y viendra après, mais il n'y a pas d'aide. Hein. Les agriculteurs sont un peu seuls et démunis.
Alors c'est effectivement le point bloquant. À partir du moment où on pose le constat qu'il manque de retenue ou d'équipement pour l'irrigation, on essaye de trouver les leviers ou de constater les points de blocage. Le point prioritaire qui ressort, effectivement, c'est la difficulté donc à obtenir une autorisation pour la création de ces plans d'eau. C'est là-dessus qu'on a pu travailler. Effectivement, c'est très long, c'est très lourd, et avec une incertitude qui est très importante et qui a été soulignée dans les propos du film, c'est-à-dire qu'on est obligé de mettre sur la table 3 000, 5 000, 10 000 euros parfois, sans savoir si on aura le droit à la fin de pouvoir exploiter l'ouvrage. Juste pour déposer, c'est ça? Juste pour déposer un dossier avec les éléments nécessaires. Et encore, il faut pouvoir ajouter au fur et à mesure des demandes complémentaires qui peuvent être demandées par l'administration. Donc ce point de blocage en fait que les agriculteurs souvent n'osent pas se lancer tout seuls. Et cette mise de fonds en fait, qui peut ne pas être récupérée est souvent trop élevée, ce qui fait que souvent on n'a pas fait les dossiers qu'il fallait non plus. Donc c'est là-dessus que la coopérative en fait, a décidé d'accompagner les adhérents en avançant en fait, les coûts, en étoffant l'équipe aussi avec des compétences donc, techniques et en s'appuyant donc, sur des bureaux d'études comme IES pour la constitution de vrais dossiers. Sans leur laisser non plus une carte blanche, c'est pas le tout d'avoir la déclaration acceptée. Si on sort avec des lacs qui sont complètement anti-économiques à la fin, il faut aussi rester dans des coûts de construction qui intègrent donc les arguments réglementaires qui sont quand même rentabilisables entre guillemets derrière. Je vous propose d'écouter d'ailleurs une interview que nous avons réalisée de Raymond Girardi, qui est un élu du conseil départemental du Lot-et-Garonne et qui parle justement de comment ça se passe dans son département. Un élément qui me semble important et qui fait partie de la politique départementale, c'est le soutien à la réalisation des lacs collinaires. Il faut savoir qu'en termes d'études, le conseil départemental finance à 50% le coût de l'étude, parce que c'est très important pour l'agriculteur qui, sans savoir si son projet est réalisable ou pas, il commence à devoir dépenser 10 ou 15 000 euros. Donc certains hésitent. Donc c'est pris en charge à 50% par le département. Et il y a une subvention donc, qui peut aller en fonction du volume, parce qu'il y a des plafonds, qui peut aller jusqu'à 40% du coût du lac collinaire, avec un plafond à 20 000 euros donc, actuellement. Et ces subventions du département sont sûrement un élément important de l'explication qui consiste à dire aujourd'hui qu'on a 3 500 lacs collinaires et qu'on voudrait en construire 800 de plus minimum. Alors, Frédéric Marcato, c'est exactement ce que vous disiez. Finalement, il y a quand même une inégalité entre les départements. Comment on peut expliquer ça? C'est assez déstabilisant, en effet, parce que sur certaines régions ou sur certains départements, ce sont des techniques qui sont accompagnées par les pouvoirs publics. Et puis sur d'autres, on a des mouvements complètement inverses. On a des cas d'exploitants qui sont à cheval, par exemple, entre le Gers et le Lot-et-Garonne. À 5 km près, la réglementation n'est pas traduite de la même manière et les aides ne sont pas du tout les mêmes non plus. Donc c'est assez difficilement compréhensible de la part des opérateurs de terrain. Et c'est là où on a engagé en fait la discussion, en particulier avec les services de la DDT, pour essayer de planifier sur nos territoires qui couvrent aujourd'hui 5 départements. On a quasiment 5 applications différentes d'une même réglementation. Alors s'il y a des points qui sont bien cadrés pour tout le monde, quand une digue doit faire 2 mètres, si elle fait 2,05 m ou 1,95 m, on arrive à peu près à la mesurer, même s'il y a encore débat de savoir d'où il faut partir et où il faut arriver. Quand on parle de cours d'eau ou quand on parle de zone humide, ça devient plus compliqué de fixer les idées de manière définitive. Voilà, donc ça c'est aujourd'hui un vrai enjeu, cette incertitude d'appréciation en fait de la réglementation qui laisse quand même libre cours à des interprétations donc qui varient d'un territoire à l'autre. Ce qui fait que parfois vous n'êtes pas d'accord peut-être avec David Soubiran, c'est ça? Comment on interprète la réglementation? Il y a peut-être plusieurs évidemment manières de l'interpréter. Je ne vous cache pas que ça peut arriver. Je ne vous cache pas que ça peut arriver. C'est arrivé. C'est déjà arrivé. Voilà, on est garant du prix final en fait de l'objet, enfin du lac en l'occurrence. Par facilité, on pourrait aussi appliquer, mettre la ceinture et les bretelles dans un dossier, faire un dossier qui fait 700 ou 800 pages, c'est-à-dire le double de celui que vous avez vu dans le film. Qui est déjà pas mal. Hein. Voilà, qui est déjà compliqué à faire.
mais on irait sur des coûts en fait qui rendraient l'ouvrage complètement irréaliste. Donc de temps en temps, oui, il faut les ramener vers des choses un peu plus pratiques, tout en restant bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas modifier, le cadre réglementaire il est là, et on est obligé de faire avec, quoi. Vous qu'on appelle un peu l'architecte du lac, c'est ça? Vous êtes l'architecte du lac? On peut caricaturer comme ça, ouais. Effectivement, c'est parfois difficile. Où se trouve le curseur, finalement? En fait, la difficulté, elle est là. Frédéric l'a très bien dit, c'est l'interprétation de la règle. Un porteur de projet va avoir son interprétation, Frédéric va avoir la sienne, moi je vais en avoir une autre, et l'agent instructeur va en avoir une quatrième. La question est de dire à quel endroit on se positionne. Frédéric, quand on est rentré en contact il y a plusieurs mois par rapport à ces projets-là, nous a clairement dit, nous ce que l'on veut c'est des autorisations de faire des projets, mais pas irréalisables. Il nous a fixé un seuil à 3 € du mètre cube d'eau stockée pour le coût des travaux. Donc ça c'était un vrai challenge, sachant qu'on savait que c'était possible puisqu'on avait des projets, mais ça dépend du projet, ça dépend du site, ça dépend de tout un tas de paramètres. Donc c'était un vrai challenge. La facilité pour nous, c'est de dire oui à la DDT et à la réglementation, je dirais à l'interprétation de la DDT à chaque fois. C'est la facilité, puisque là on sait qu'on a l'autorisation. Sauf qu'on arrive, en faisant ça, à des coûts de construction qui peuvent être parfois très importants. On peut donner des exemples, par exemple? Par exemple, sur la réglementation qui vient de changer il y a quelques semaines, mais sur l'ancienne mouture, sur des plans d'eau qui dépassaient 2 mètres de haut, l'agriculteur, le porteur de projet avait l'obligation donc d'avoir des aménagements liés à la sécurité qui entraînaient pour lui des surcoûts. Alors j'ai un exemple concret puisqu'on a un projet qui a été à cheval sur la première version et la deuxième version de la loi, où un premier devis sur le premier rapport qui a été déposé était à 30 000 € pour 15 000 mètres cubes d'eau, donc 2 € du mètre cube d'eau stocké. Puis la loi a changé et les services instructeurs nous ont dit attention, la loi a changé, il faut qu'on modifie certains paramètres de votre projet, il faut rajouter par exemple un drain vertical dans le lac, il faut rajouter un déversoir différent, etc. Et on a doublé le prix. On est passé à 4 €, c'est-à-dire que si on acceptait ça, le projet économiquement n'était plus faisable. Voilà. C'est impressionnant. Ça, voilà. Et donc voilà, l'idée c'est de dire, de négocier, je dirais, de négocier l'interprétation en disant où est-ce qu'on met le curseur, voilà ce qu'on peut nous accepter. Il faut trouver le bon équilibre entre économie et écologie, je dirais. Voilà. C'est-à-dire, forcément, un agriculteur, il ne fait pas un lac pour simplement avoir un plan d'eau sous les yeux tous les jours. Non, il y a une vraie volonté économique et un vrai besoin. Et plus le contexte est tendu, et c'est le cas aujourd'hui, plus le besoin est fort. Et plus le curseur doit se décaler vers l'économie. On ne peut pas négliger l'écologie. C'est du bon sens, on en parlait tout à l'heure. Donc il faut quand même faire des efforts. Il y a eu le cas, alors on n'est plus sur les lacs, mais sur les bananes herbées par exemple, où tout le monde, au départ, forcément, il y avait des a priori, puis maintenant c'est rentré dans les mœurs et on y arrive. En fait, les bananes herbées sont devenues monnaie courante sur les plans d'eau et tout le monde les accepte et même parfois les apprécie. Pour les lacs, c'est pareil. J'entendais parler à Sistude tout à l'heure. Voilà. Une jolie tortue. Voilà, c'est une tortue, c'est dans des secteurs bien localisés, bien précis. Voilà, on est dans des cas particuliers. En règle générale, on a un cadre, M. Marcato le disait, qui est simple à comprendre pour tout le monde. L'interprétation, après, sur certains points spécifiques, se fait au cas par les agents instructeurs. Et là, c'est une réalité, puisque nous on intervient aussi sur plusieurs départements. Chaque agent instructeur va l'interpréter d'une manière différente. Un cas précis, c'est la distance à respecter d'un cours d'eau. La loi dit 10 mètres, mais elle ne dit pas d'où à où. Est-ce que c'est du fil de l'eau du cours d'eau au fil de l'eau du lac? Est-ce que c'est du pied de berge du lac au haut de berge En gros, on peut avoir un lac qui se retrouve à 20 mètres d'un cours d'eau ou à 3 mètres d'un cours d'eau, avec la même règle. Et donc là, mon travail, puisque je suis un petit peu un intermédiaire entre la DDT et le porteur de projet, c'est d'arriver à trouver ce compromis, de défendre le projet dans le cadre réglementaire. Et c'est là que le projet Eau Vive, et à mon sens, a été très intéressant parce que il y a eu un nouvel intermédiaire entre le porteur de projet et la DDT, ça a été Vivadour. Et cet intermédiaire, en fait, est arrivé avec un pouvoir de négociation qui a été supplémentaire. Et plutôt que de dire on va rentrer en conflit avec la DDT, voilà, on va se mettre en opposition concrète, directe,
L'idée était de dire, dans un premier temps, essayons de trouver des compromis, essayons de trouver des choses. Il y a des choses qu'on peut accepter, c'est du bon sens. D'autres choses, on ne peut pas les accepter. Donc, essayons de trouver des accords. Ça a été, dans la majorité des cas, ça a été fait. Il y a encore des points à éclaircir. Il y en a certains qui sont encore en débat aujourd'hui, notamment sur les données météo, notamment sur les cours d'eau. On est en plein dans l'actualité sur la détermination de ce qui est un cours d'eau et ce qui n'est pas un cours d'eau. Mais on a réussi à avoir un consensus et on parlait des coûts d'études. C'est vrai qu'on peut atteindre parfois 15 000 € sur un coût d'études de lac pour des petits projets. On a réussi à élaborer en partenariat, donc sur la demande de Frédéric, mais aussi avec la DDT, on a réussi à avoir un rapport, enfin reformater les rapports de manière à qu'ils soient moins demandeurs en énergie et en temps, donc pour nous, moins de coûts à facturer aux clients. Plus facile à instruire pour la DDT parce que c'était aussi un problème pour eux, parce que quand on a un dossier de 150 pages à instruire en X mois et qu'on en a beaucoup qui arrivent, c'est parfois difficile. Et qui permettent quand même au projet d'arriver au bout avec ce principe de 3 € du mètre cube d'eau pour la construction. Ça veut dire qu'un agriculteur seul ne peut pas s'en sortir. C'est pas possible. Il ne peut pas monter un dossier quand on vous entend. Alors aujourd'hui, pour être clair, il y a 7 ans, un dossier d'autorisation, ce qui était le plus difficile à obtenir, c'était un dossier qui faisait à peu près une 30aine de pages. Aujourd'hui, un dossier de déclaration qui est a priori le plus facile à obtenir, c'est un dossier qui fait 160, 180 pages. Voilà. Alors, ce n'est pas au poids du rapport que se fait la qualité du rapport, je dirais. Mais on voit bien qu'il y a une demande. Et c'est pour ça aussi que les coûts d'études ont énormément augmenté. On a multiplié par 3 quasiment les coûts d'études entre les années 2000 et aujourd'hui. Parce que les demandes viennent se rajouter. Et si on n'arrive pas à trouver un accord, on augmente notre rapport. Et à un moment donné, si on ne met pas de frein, on aura des rapports qui font 800 pages avec des choses... Il faut savoir s'arrêter. Voilà. Jean-Louis Chaudy, quand vous entendez ça, cette lourdeur réglementaire, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous réagissez à ça? Sommes-nous devenus cinglés? Sommes-nous devenus fous? Pourquoi, en plus, alors bien sûr, technique souvent de dire, c'est pas nous, c'est l'Europe. Oui, d'accord. Mais quand on regarde de près l'addition des procédures que nous sommes nous-mêmes infligées, c'est pas à Bruxelles. Je suis aveyronais, c'est un peu connu. Ce qui est moins connu, c'est que j'ai une partie de ma famille en Nord-Aveyron et de grands-oncles que j'ai connus quand j'étais môme, donc avant-hier, ont loué leurs bras pour construire les grands ouvrages d'EDF qui sont les pépites de la couronne. Il y avait la Truyère, 4 barrages et 2 centrales nucléaires. Mes grands-oncles ont passé leur vie à les construire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait? Rien. Pierre-Paul Riquet serait vivant. Le canal des Deux Mers, il aurait passé sa vie à ne rien faire. Aujourd'hui. Les procédures. Si on veut redresser l'économie de notre pays en grande souffrance, nous sommes leaders européens pour les prélèvements, la fiscalité, avec un chômage de masse récurrent. Si on dit que l'agriculture fait partie de la bataille du pays pour recréer de la valeur, pour le redressement productif, ce qu'a dit le chef de l'État au sommet de l'élevage à Rennes en octobre 2012. Ça fait déjà plus de 3 ans. Alors, il faut en tirer des conclusions. Quand je regarde de quoi est faite l'économie du Sud-Ouest, c'est aussi pour cela que je suis là, en plus du clin d'œil que j'ai fait à Vivadour, à toutes les coopératives qui sont les pépites économiques du Sud-Ouest. On est fiers d'Airbus. Pensez donc, on a le siège mondial d'Airbus Group, siège mondial de l'assemblage d'avions, Airbus, et leader mondial des avions régionaux ATR. Première région d'Europe pour l'espace, 30% de la recherche et 30% des emplois, 13 000. Mais quand je regarde de quoi nous vivons, le premier secteur, pour les 3 régions du Grand Sud-Ouest, c'est la grille agro, 265 000 emplois. La nouvelle région, celle du 4 janvier, après les élections, 4 janvier 2016, le premier secteur d'activité, c'est la grille agro, 160 000 emplois pour toutes les agricultures, le bio, les labels, les filières. Et comme j'arpente le territoire régional du Grand Sud-Ouest, et encore plus la nouvelle région pour m'y préparer, parce que dans 2 mois, il n'y aura qu'un seul CES et il n'y en aura pas 2,
je remarque que partout, il y a des agricultures avec leur diversité, mais que toutes ont besoin d'eau. J'ai été invité par Arteris, là, à Logran, Castelnaudary, 20 ou 21 février 2015. J'ai pu mesurer, à l'occasion de la table ronde, l'introduction des technologies pour utiliser l'eau avec la plus grande parcimonie. L'observation de la terre et au mètre carré près, on sait ce qu'il faut quand il faut. La viticulture, la réhabilitation des oliviers dans l'Aude ou ailleurs, c'est le goutte à goutte. La filière fruits en Garonne, si on veut garder, pas toujours importer, c'est quand même aussi une grande préoccupation puisque nous importons 42% de ce que nous consommons, hein, donc on a des marges de progression, il faut de l'eau. Et c'est là où les choses se gâtent quand je regarde ce que fait ou ce que ne fait pas le comité de bassin depuis 30 ans. Quand je suis arrivé à Toulouse par mes fonctions syndicales, puisque j'étais secrétaire général de la CFDT pendant 8 ans en région avec des responsabilités nationales, on a eu le débat lancé. Il a été lancé par 2 environnementalistes, dont un s'appelait Ambroise Rendu, dont le fils était une grande plume du monde, qui ont dit attention, il faut faire des réserves d'eau. C'était le projet de Charlas. 20 ans de débat, 1 million d'euros dépensés pour faire les débats. Où sont les réserves? Un département, le Conseil de la Haute-Garonne, nous a sorti le risque sismique. C'est une invitation au renoncement. Les associations en ont profité pour dire un grand ouvrage, non, mais 4 ou 5 ouvrages harmonieusement répartis, la réponse est oui. Et ça a donné, pour la phase d'après, non à Charlas, 1 million foutu en l'air, et après l'opposition à toutes les réserves d'eau. Et quand on pose la question au sein du comité de bassin d'Haute-Garonne, on dit mais la gestion des ouvrages, c'est l'entente interdépartementale. Alors là, c'est merveilleux, parce que l'entente interdépartementale, c'est une mésentente interdépartementale. Pourquoi? Chacun dit, pas chez moi, chez le voisin. Et quand vous avez fait le tour du Midi-Pyrénées, vous apercevez que vous n'avez rien fait. Sur 30 ans, pour 220 millions de mètres cubes à faire, 66% des 220 millions de mètres cubes ont été faits pendant la première décennie, 85-95. Après, on a fait 26%, et depuis 10 ans, nous avons des débats, des conférences pour ne rien faire. Et ce n'est pas qu'un problème d'argent, parce que nous avons perdu 10 millions d'euros au titre du FEDER en 2011. C'est merveilleux, la vie. Aucun projet de prêt. Sivens, sur lequel je reviens, puisque j'ai voté en décembre 2003 au comité de bassin, les 2 petites réserves d'eau à faire pour sécuriser le fleuve Garonne et répondre aux besoins de l'économie locale. On a décidé 2 petites réserves, dont une équivaut à un terrain de football, 750 000 mètres cubes. En Tarn-et-Garonne, à quelques kilomètres, était prévu pour la même période, à 10 ans. Sivens, 1 500 000 mètres cubes, la taille de 3 terrains de football pour répondre aux besoins de 80 agriculteurs, dont le plus important, 40 hectares, polyculture, élevage, qu'on a fait passer pour les céréaliers de la Beauce. Mensonge national, largement alimenté par la presse nationale et les grands hebdos. Quelqu'un de célèbre, Edgar Morin, qu'on aurait mieux fait de débrancher, a écrit Sivens, c'est un conflit de civilisation. Ça, c'est la rive gauche de la Seine, les bobos, les bling-bling. C'est pas ça, les réalités. Sivens, alors, la première réserve a été faite, achevée en 2009. Et pour Sivens, c'est les procédures, 11 ans et un mort à 1h du matin, pour ne rien faire. Et c'est là qu'arrive un détournement de la démocratie. Parce que les associations qui sont présentes au comité de bassin, qui ont voté contre Charlas, qui ont voté pour les réserves d'eau, les 4 ou 5 réserves d'eau disséminées, font campagne partout sur l'air de pas une goutte d'eau pour quelque usage que ce soit. Et le besoin d'eau est connu. Je vous donne un chiffre qui est issu du conseil scientifique mis en place par l'AUAT, l'agence d'urbanisme de l'agglomération toulousaine, et l'agence de bassin, à la demande de Pierre Gohen, président du Grand Toulouse, qui l'avait créé, l'estimation des besoins d'eau pour le fleuve Garonne. Le chiffre est connu, 220 millions de mètres cubes. Pour 3 raisons. La nouvelle démographie, parce que notre région accueille
avec Languedoc le plus d'habitants par an, 30 000 habitants de plus, pour des raisons liées à la préservation des écosystèmes, des raisons sanitaires. Il faut qu'EDF lâche de l'eau dans les Pyrénées pour alimenter la Garonne avec un déficit chronique. Avant, on pouvait traverser la Garonne sans se mouiller le bas des pantalons au mois d'août. Maintenant, c'est pendant 4 ou 5 mois. Et pour des raisons liées à l'agroalimentaire, qui est le premier secteur d'activité, et l'industrie, parce que nous avons de la chance d'avoir dans le Grand Sud-Ouest encore des activités industrielles. Nous connaissons l'allongement des périodes de sécheresse et l'aggravation du réchauffement, ça a été dit récemment. Donc, nous savons ce qu'il faut faire, nous avons des ordinateurs, des grandes connaissances scientifiques, et nous ne faisons rien chercher l'erreur. Comme ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de courage politique, c'est un problème d'opinion, c'est pour ça que moi qui ne suis pas du sérail, je ne suis pas agriculteur, mais j'ai une assemblée qui me soutient dans la défense, dans une vision de l'intérêt général, et c'est une vision dans la durée aussi de ce qu'il nous faut faire et de l'avenir. Je suis un soutien, sans qu'on me le demande, à l'agriculture, oui, aux agricultures, soit le bio, la proximité, les filières, l'élevage, parce qu'on ne peut pas vous sécuriser dans vos métiers si vous êtes étranglé par les procédures, si vous passez 2 semaines par mois à remplir des papiers, et si vous n'êtes pas sécurisé par rapport à la ressource. Je vous livre une réflexion d'un jeune agriculteur à l'issue d'un entretien avec le président de la République dans le Lot pendant l'été. C'est mon ami Christophe Canal, que j'ai eu au CES comme président du CRJA, le président de la Chambre d'agriculture, qui me l'a rapporté. Le chef de l'État, pleine période de sécheresse, cette température pendant 10 jours, 15 jours, était entre 38 et 41. Demande au jeune agriculteur comment il passe la période. Et il lui a répondu, moi je m'en sortirai parce que je suis sécurisé sur la ressource en eau. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est là le cœur du problème aujourd'hui. Il faut mener la bataille d'opinion, pas tout seul, et il faut gagner la bataille aussi de la simplification des procédures pour pouvoir faire ce que faisaient nos et vos grands-pères, stocker l'eau l'hiver pour s'en servir l'été. Et il faut faire partager cette vision et surtout faire respecter l'état de droit. Je le dis avec un peu de gravité aujourd'hui, en raison des malheurs durables de notre pays. L'état de droit, ça a du sens pour tout le monde. Pour tout le monde. Alors, je ne vais pas confondre ça avec la bataille d'ordre géopolitique. Mais là, comment vous le faites respecter l'état de droit si on ne le fait pas respecter pour 6-20 ? Parce que la couleur a été annoncée avant-hier, hélas, par un député européen portant beau la moustache. Il est aveyronais. Vous avez compris de qui je parle. Qui a annoncé les prochaines, sponsorisées par les zadistes, qui soutiennent, hélas, pour l'empêchement de construire la grande ligne TGV. Ils ont déjà préempté un terrain au sud d'Agen. Après-demain, ça sera la réalisation de l'autoroute en concession Toulouse-Castres. Et on va boucler. La stratégie, c'est quoi? Pas d'eau, pas de TGV, pas de route, pas d'industrie. On vivra de quoi? Voilà. Il faut se révolter. On a raison de se révolter contre cette manière de penser, de dire. Et vous devez avoir autour de vous les solidarités nécessaires, y compris des collectivités locales. Je fais la promotion, sans qu'il me l'ait demandé, du rapport de Philippe Martin. Justement, on va aller l'entendre, et ça ne vous dérange pas. Philippe Martin, qui justement est tout à fait d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, s'il vous plaît. On ne peut pas avoir 10 ans entre le premier coup de crayon d'un bureau d'études et le premier coup de pioche de l'équipement qu'on a à faire. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir des recours qui durent pendant très longtemps. D'ailleurs, je prônais dans mon rapport que les recours qui sont nécessaires, qui doivent exister, qui font partie de la tradition française, puissent être limités à 2 mois après le dépôt du permis de construire. Pourquoi? Parce que ce sont des investissements lourds. Et ceux qui veulent investir, qui vont mobiliser de l'argent, ne peuvent pas se sentir en perpétuelle fragilité procédurale. C'est exactement ce que vous vouliez dire, une réaction? Oui, il faut faire revivre l'apport Philippe Martin et surtout, il faut prendre des décisions. Comité de bassin, l'État pour faire respecter l'état de droit et les grandes collectivités pour assumer, étant gestionnaire maintenant à partir du 1er janvier des fonds européens,
pour mettre en œuvre les financements dont on a besoin. Comment voulez-vous qu'un jeune puisse s'installer quand il voit les procédures, les délais, la facture et surfacture? C'est une incitation au renoncement, alors que nous avons besoin de vous, que vous puissiez produire, être sécurisé et pouvoir installer des jeunes. Parce que si nous voulons relocaliser des productions, c'est pour ça que j'ai soutenu, ça a fait un peu de bruit il y a 5 ans, je dois saluer le conjoint de la Dépêche du Midi qui m'avait bien aidé en faisant de la une. Les premiers arbitrages du préfet du département pour les poulets d'ici, la position publique que j'ai prise sans que Vivadour me le demande d'ailleurs, car s'il me l'avait demandé, peut-être je n'aurais pas prise, non, je rigole, a permis au préfet d'arbitrer pour les 2 premières unités qui sont contestées par les bobos. Jean-François Berthoumieux, quand vous entendez tout ça, si on ne fait rien, que va-t-il se passer? Alors, je vais d'abord répondre à votre question et après, j'essaierai de vous apporter des arguments supplémentaires à tout ce que vous avez essayé de dire. Donc, moi, je suis climatologue. On a des observateurs. Il y en avait dans le Gers, à l'Association climatologique de la Moyenne-Garonne, où on a des données depuis 1950, 51, 59. Et donc, j'affirme, avec ces relevés, que depuis le début des années 80, on a progressivement pris 2 degrés. Et aujourd'hui, 2015, avec le nombre de jours de canicule, c'est-à-dire supérieur à 35 degrés, avec plus de 9 journées, cela anticipe ce que nous allons vivre dans les 20 années, 30 qui viennent, où on aura, ce ne sera pas 9 jours supérieurs à 35, mais 9 supérieurs à 40. Donc on sera en danger, dans l'agriculture, mais à la ville également. Et là, j'arrive à mon argument, c'est celui de dire qu'une agriculture sèche en été, ce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai un ami qui est chercheur à l'Érida et qui a osé traiter des écologistes d'assassins. Pourquoi il les a traités d'assassins? Parce que je lui avais donné l'argument suivant, qu'en 2003, quand il y a eu cette sécheresse et cette canicule, beaucoup d'entre nous, tous, on a respiré de l'air à plus de 40 degrés contenant beaucoup d'ozone produit par nos gaz d'échappement, par les UV. Dans les lieux, dans les parcs où il y a de l'eau qui s'évapore, dans les champs de maïs où il y a de l'eau qui s'évapore, eh bien, la proportion d'ozone respiré est bien moindre. Et on a moins de risques à respirer de l'air qui sort d'un champ de maïs que de l'air qui sort d'un parking en ville ou d'un chaume qui serait sec. Voilà mon argument. Il est simple, je crois. Et donc, à partir de là, ça veut dire qu'il faut tout transformer. Il faut transformer l'idée qu'on se fait de la gestion de l'eau. Et je suis pour la biodiversité. Je suis pour qu'il y ait des poissons qui vivent, qu'il y ait tout ce qui fonctionne, mais avec les principes d'une écologie méditerranéenne. C'est-à-dire quoi? Qu'avant de construire sa maison, on a créé la citerne pour pouvoir vivre avec, et pas une écologie anglo-saxonne nordique où, quand la Tamise baisse, je ferme le robinet et j'attends qu'elle remonte. Aujourd'hui, je rêve du jour où le préfet va nous envoyer un mail en disant toute l'eau que vous avez économisée, parce que vous avez mis des sondes pour bien économiser de l'eau tant qu'il faisait moins de 35 degrés, toute cette eau économisée, dans les 4 jours de canicule de vent d'automne qu'il va faire, utilisez-la au maximum pour arroser des champs. Et les sprinklers en plein après-midi, allez-y, vous allez perdre de l'eau, mais je vais vous la payer par la ville qui va avoir 2 à 3 degrés de moins. Au lieu de monter à 45, elle restera à 37. Et donc, la ville consommera moins d'énergie pour se climatiser. Ce ne seront pas que les riches qui auront les moyens de se climatiser, tout le monde en profitera. Et donc, je dis que les surplus de coûts des systèmes de stockage intelligent de l'eau avec des lacs de nouvelle génération qui coûtent 3 € ou 5 € le mètre cube pourraient être payés par la ville pour lui permettre justement de s'adapter. Et je terminerai par une image que j'ai vue, c'est une image de Landsat, d'un satellite. En début août 2003, j'ai comparé les températures du Gers avec celles du Lot-et-Garonne. Eh bien, il y avait au niveau du sol plus de 10 degrés de différence parce que vous avez moins de champs irrigués que nous en avons. Et c'est peut-être aussi pour ça que la ville d'Agen, le département, aujourd'hui, ont aidé à créer un cluster qui s'appelle Eau et adaptation au changement climatique, qui rassemble des chercheurs, qui rassemble des entreprises et qui rassemble également des collectivités avec l'idée que
si ensemble on n'y arrive pas, ce n'est pas les Parisiens qui vont nous dire comment on va faire. Un mot de conclusion, Jean-Louis Chauzy. Faites-vous respecter et battez-vous pour simplifier les procédures, simplifier les normes, raccourcir les délais et gagner les arbitrages. Vous n'êtes pas seul. Frédéric Mercato, prêt pour le combat? On y est dedans depuis 2 ans, c'est notre métier, même si on nous annonce effectivement les zadistes ou d'autres opposants, on y est. Ce qu'on souhaite, c'est éviter ce que j'ai vu il y a quelques temps, c'est-à-dire quelqu'un qui vient frapper au bureau et qui a presque honte de me dire j'ai envie de faire un lac. On a les arguments aujourd'hui pour expliquer qu'on peut faire effectivement des lacs de nouvelle génération à taille humaine et tout à fait respectueux de cet équilibre entre économie et écologie. David Soubiran. Et qui aideront à s'adapter au changement. Et qui aideront à s'adapter. Pour moi, c'est un argument qui est difficile à faire comprendre. Mais vraiment, quand j'étais petit, je suis né dans une ferme, donc je suis un peu biaisé. Mais j'allais jouer au bord de la mare. J'allais pas dans les chaumes. Donc, partout où vous créerez des réserves, vous aurez des surfaces qui, pendant l'été, seront à 32, 33 degrés au lieu d'être à 45 ou 50. Dites-le ça. Et dites-le aux voisins. Et faites ce lien ville-campagne qui est indispensable pour ça. Pour que la ville vous paye justement les moyens de faire cela. Il y a un point qu'on peut rajouter à ça dans les arguments. Donc des études américaines qui ont été publiées hier et qui montrent aussi que les étendues d'eau sont des pièges à carbone efficaces avec donc les équilibres dioxyde de carbone. Donc pourquoi pas un jour rentrer dans les systèmes de quotas carbone quand on va créer des lacs. David Soubiran, un dernier mot. Ouais, je suis tout à fait en phase avec tout ce qui a été dit et je pense que voilà, le combat il se fait sur le terrain et au jour le jour aujourd'hui. Et je pense que voilà, il y a encore du chemin à faire dans les mentalités, dans les techniques, puisqu'on travaille aussi encore là-dessus. Et on va au-devant d'accidents climatiques qui vont être de plus en plus marqués. Et je pense que voilà, on a une obligation de travailler sur ces problématiques-là. Merci beaucoup. Jean-Paul Renaud, pour terminer, le mot de la fin pour vous. Alors peut-être, si vous permettez, peut-être 2 mots plutôt qu'un mot, mais pour rebondir sur ce qui a été dit, et notamment les propos de Jean-François Berthoumieux, peut-être que, puisque dans l'esprit de la COP21, il y a peut-être des arguments qui vont passer plus facilement, on peut peut-être insister sur le rôle justement de régulateur de la production de biomasse. Quand vous exportez 10 tonnes de grains de maïs, vous captez 10 tonnes de CO2. Et vous fabriquez, vous rejetez 10 tonnes d'oxygène. Et là-dessus, vous restituez au sol donc environ 10 tonnes de résidus carbonés. Donc vous voyez, les gisements sont quand même gigantesques. Et on considère que ça fait à terme environ 1 tonne hectare et par an de carbone supplémentaire stocké dans la matière organique. Alors la matière organique, qui évidemment permet de réguler le fonctionnement de l'eau, de limiter l'impact de ce qu'on appelle les sécheresses édaphiques, c'est-à-dire les sécheresses de l'eau, etc. L'autre argument, je reprends parce que c'est quelque chose qui n'est pas assez dit, c'est que le maintien de petites exploitations diversifiées, c'est la définition moderne de la biodiversité. La biodiversité, c'est la mosaïque paysagère d'abord. C'est les lacs, c'est effectivement, mais c'est d'abord la mosaïque paysagère par rapport à des grandes plaines uniformes. Ce n'est pas les haies ou que les lacs. Troisième idée, j'en aurai que 4, je vous rassure. La troisième idée, c'est quelque chose. Alors ça, je dois dire que c'est effectivement dans le rapport Martin. C'est ça. Dans le rapport Martin que je l'ai vu pour la première fois, mais c'est dans le 5e rapport du GIEC, c'est dans des rapports de 2014 du CGAER, c'est dans des discussions sur des think tanks bruxelloises aujourd'hui, c'est qu'il y a cette idée qui émerge de dire que finalement le meilleur allié de l'agroécologie intensive, c'est la production de biomasse. Parce que c'est ce qui permet d'économiser des terres arables. Et comme tu l'as très bien dit, l'agriculture extensive ne produit rien. Et l'agriculture extensive ne produit pas ni de biomasse, ni de régulation des écosystèmes. Donc il faut trouver un équilibre entre l'intensification et l'utilisation du sol. Alors je signale au passage, alors ça c'est très vrai pour le maïs, mais c'est vrai pour toutes les cultures, que l'efficience des intrants
que ce soit l'eau ou l'azote, est bien meilleur et augmente avec le rendement. C'est-à-dire que plus vous avez une culture sécurisée et productive, moins vous consommez d'intrants. Ce n'est pas vrai que pour le maïs. Moins vous consommez d'intrants pour fabriquer une tonne de carbone. Et enfin, dernier élément, si je me place d'un point de vue très extérieur, ou des remarques que moi un jour m'a fait un Marocain en assistant à des débats surréalistes en Poitou-Charentes, enfin je ne vous fais pas de dessin, il ne comprenait absolument pas pourquoi en France on s'échappait sur l'irrigation. Parce que pour lui, il considérait que la France, c'est un pays tempéré, il n'y a pas de problème de flotte en France. Il disait, mais vos discussions sont quand même ridicules. Vous avez cité, je terminerai par là, vous avez cité 1700 mètres cubes pour un hectare de maïs, je crois vous calez là-dessus. C'est exactement la consommation moyenne relevée par compteur sur les 650 000 hectares de maïs en France. C'est ce qu'on consomme. Ça veut dire que c'est moins de la moitié des besoins de la plante. Donc dans un pays tempéré comme la France, l'irrigation, c'est de l'irrigation d'appoint. Quand vous êtes dans de l'aspersion en Aragon, même sous des pivots, vous êtes à 3000, 4000, 4500 mètres cubes. Quand vous êtes en submersion en Lombardie, vous êtes, quand ça marche bien, à 6000 mètres cubes, voire 10 000 mètres cubes dans les systèmes anciens. Et il n'y a pas de discussion. Les systèmes de répartition d'eau dans Lombardie, les tours d'eau, ils remontent au XVIe siècle. Donc il n'y a pas de discussion sur l'intérêt de ces utilisations. Donc peut-être qu'on ne met pas assez en valeur l'effet de levier qu'on a entre les consommations et les demandes d'eau, finalement, qu'on réclame de façon logique, et l'effet de levier économique qu'on peut avoir sur l'économie des territoires. C'est peut-être, la France est un des pays où il y a le plus d'effet de levier avec le minimum d'eau apportée. Et enfin, quand vous regardez la carte de l'irrigation en Europe, on irrigue quelquefois plus au nord de l'Europe qu'au sud. Donc les anglo-saxons qui nous donnent des leçons, si vous regardez le taux d'irrigation dans les Pays-Bas, par exemple, il est très supérieur au nôtre. On n'est pas un pays sous-équipé, mais on n'est pas un pays plus équipé que des pays d'Europe du Nord qui ont très bien compris que pour créer de la valeur, il fallait de l'eau. Merci beaucoup.